Deuxième grand témoin du soir, David Caillatte. Bonsoir, ravi de vous recevoir. De larmes et de sang, c'est un livre que vous nous proposez chez Odile Jacob. En fait, vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages et il y avait deux familles d'ouvrages. Soit des livres plutôt de médecine, de vulgarisation de médecine, soit des romans. On sentait que les romans étaient très autobiographiques. Mais à ma connaissance, c'est la première fois que d'un certain point de vue, les deux axes se rejoignent. C'est à la fois un livre où on apprendra beaucoup de choses sur les grandes étapes de l'évolution de la lutte contre le cancer. Et en même temps, et ça fait un objet très singulier, vous parlez énormément de vous, parce que essentiellement, c'est une relation humaine entre le malade que vous êtes et les patients que vous accueillez. Oui, en fait, dans ce livre, je décris ce qui se passe dans la tête d'un médecin comme moi, confronté à une maladie très grave, avec des patients bouleversés par l'annonce d'un diagnostic qui, déjà, pour beaucoup d'entre eux, signifie la fin, qui va les marquer à la fois médicalement, mais socialement aussi, et qui sont brisés, dont le destin est bouleversé comme ça, avec une immense brutalité. Les mots qui vont, à partir de ce moment, être échangés sont des mots d'une violence et d'une méchanceté considérable. Le mot cancer, le mot rechute, le mot métastase, le mot chimio, enfin tout ça c'est très très dur. Et mon travail depuis 32 ans, c'est de gérer ça tous les jours de ma vie, de rencontrer ces gens, d'essayer de leur donner à la fois autant de vérité que nécessaire, mais en même temps autant d'espoir que je peux, même quand cet espoir c'est pas la guérison, c'est juste de vivre encore un petit peu, ou de plus avoir mal, ou de mourir dignement, entouré de ceux qu'on aime. Enfin, il y a différents niveaux d'espoir, d'espérance. Mais ce que j'ai voulu raconter, c'est qu'en fait, bien sûr, tout le monde pense, les médecins, les grands médecins, les professeurs, voilà. Mais en réalité, dans cette consultation, dans ce cabinet, ce qui se joue, c'est la vie et la mort. Et ça se joue par deux personnes, deux humanités distinctes, mais qui ensemble sont face à face et en même temps côte à côte, ils se tiennent la main. Et que ces deux, il y en a un qui a une blouse, l'autre l'a pas. Il y en a un qui sait, l'autre sait pas, mais ils ont la même souffrance. Ils sont deux humanités en souffrance, deux humanités avec de l'angoisse de comment dire et l'angoisse de comment je vais faire. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre de larmes et de sang, parce qu'en fait, ces deux personnes, ils sont uniquement faits de larmes et de sang, et tout ce qu'ils vont partager, c'est beaucoup de choses très difficiles à vivre et presque impossibles à raconter. Mais en même temps, il y a aussi des rémissions, il y a aussi des victoires, et on a l'impression que vous veillez aussi à garder l'euphorie possible dans des bons moments, tellement le reste est accablant. Voilà, s'il n'y avait pas ces quelques rémissions... Alors, bien sûr que 60% des malades guérissent du cancer en France aujourd'hui, donc ils sont l'immense majorité. Les autres vont vivre, pour beaucoup d'entre eux, très longtemps, plusieurs années. Et ça, c'est vrai qu'en 30 ans, l'évolution est fulgurante. Complètement. Moi, quand j'ai commencé il y a 32 ans à faire de la cancérologie, les malades qui étaient atteints de cancer, il n'y avait pratiquement pas de service de cancéro. Oui, vous le racontez, ils étaient foutus au fond des services de spécialité. Un peu à part. Par exemple, une femme qui avait un cancer de l'ovaire avec le ventre gonflé d'acide et qui hurlait de douleur, elle était dans la maternité. C'est la seule. Les autres accouchaient, elles étaient vachement heureuses. Et vous dites que ça a beaucoup contribué à l'image très négative du cancer. Enfin, Mais oui, parce que d'abord, on n'avait pas de morphine, il y avait le carnet à souche. Enfin, c'était très difficile. Et puis, c'était une époque où, globalement, on pensait encore que la douleur était rédemptrice. Et puis, de toute façon, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et puis, les chimios qu'on faisait étaient terrifiantes d'effets secondaires. Quand on rentrait dans ces services, moi, jeune interne, frémoulu comme ça, je me faisais agresser par les infirmières qui me disaient « Mais enfin, pourquoi vous les laissez pas mourir tranquillement? Ce que vous leur faites est horrible. » Mais puis, petit à petit, on s'est rendu compte que ce mois ou ces 2 mois de vie en plus qu'on arrivait à leur donner, ben, ces malades-là, ils y tenaient beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu leur voix, justement. On a entendu qu'ils souffraient, qu'ils avaient mal. Les deux choses, je raconte, il y a tout un chapitre pour expliquer la différence entre la douleur et la souffrance. On voudrait que la souffrance ne soit que la douleur, et donc avec une prescription d'un calmant, bah, tout va aller mieux. Mais sauf que c'est pas ça. Il y a des souffrances qui sont sans douleur et qui sont extrêmement difficiles à soutenir, à aider, à mettre en rémission. Bon, et donc, on a écouté les malades, et c'est là où on a développé les soins palliatifs, où on a été moins mutilant dans les chirurgies, où on a commencé à avoir des malades un peu plus précocement pour faire des chimios donc plus efficaces. Et petit à petit, on a guéri de plus en plus de malades. Et c'est vrai que ces rémissions dont vous parlez, ces guérisons, elles sont de plus en plus nombreuses, mais pas nécessairement dans un service de recours, dans un service hyper expert, comme le service que je dirige à la Pitié-Salpêtrière et d'autres grands services en France, bien évidemment. Ce sont des services tellement spécialisés qu'on ne voit presque que des cas très graves. Donc, avec la notoriété, on guérit moins que quand on était un jeune interne, si vous voulez. Mais de notre côté, heureusement qu'il y a ces guérisons, parce que comment on ferait pour y croire? Moi, je vais dire, je vais traiter 10 malades atteints d'un même cancer incurable, très grave, au stade très avancé. Il y en a 9 chez qui mon traitement ne va rien faire. Ils vont mourir comme si j'avais rien fait. Mais si j'y crois plus, le 10e chez qui le traitement va marcher, je lui proposerai pas.
Et donc je lui ferais perdre sa chance à lui, alors que lui, il aurait eu sa rémission. Donc encore une fois, moi j'ai besoin, c'est ce qui me fait me lever encore le matin, proposer encore des stratégies avec l'espoir qu'elles seront gagnantes, parce que j'ai de temps en temps des fois où ça marche. Il y a des pages extrêmement belles sur les détails, c'est-à-dire le malade qui vous parle, qui ne sait pas comment vous appeler, si c'est monsieur le professeur, la main qui se pose un moment sur votre bureau et puis il y a de la sueur, etc. Les gens qui n'ont pas le langage et que vous encouragez à dire leur maladie avec leurs mots à eux. Ben oui, parce que, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que, dans un chapitre, c'est que les mots sont une arme dans le cancer. Les mots, ils peuvent tuer. Moi, j'ai vu des malades brisés complètement et qui ne voulaient plus se battre parce que les mots avec lesquels on leur avait parlé n'étaient pas les bons. En tout cas, n'étaient pas les bons pour ce malade-là, à ce moment-là de son histoire. Et puis, j'ai vu des mots qui ont permis à des malades de croire encore dans leur avenir et de rentrer dans le combat et d'en tirer de la vie en plus. Donc, les mots sont très puissants dans cette maladie. Et le problème, c'est qu'on est mal formé à choisir ces mots. Et donc tout mon enseignement aujourd'hui, c'est pas de dire quelle dose de quel médicament. Ça, il y a des logiciels, des systèmes, c'est très facile à savoir. Franchement, faut pas. C'est la chimio, c'est très simple en réalité. Mais les mots autour de la chimio, c'est très compliqué. Et pire que les mots, les silences, les gestes, les regards. Car un malade qui vient dans votre consultation, ça fait 15 jours qu'il l'attend, la consultation. Il s'est préparé. Il est une éponge. Il va tout 15 jours quand on est pistonné. Hein. Non, chez moi, c'est... 5 mois, non pour les autres. Non, pour moi, en consultation publique, etc., un malade qui a jamais été traité, donc chez qui je peux faire encore quelque chose pour lui, et c'est vraiment 15 jours. Et heureusement. Et donc, quand il vient, il s'est préparé, si vous voulez. D'abord, peut-être il a attendu 15 jours avant d'oser téléphoner, parce qu'il faut voir que pour ces personnes-là, qui sont des gens simples par rapport à la médecine, ils peuvent être socialement qui ils veulent, mais par rapport à la maladie, à la médecine, ils ne connaissent pas. Donc ils sont confrontés à un monde dont ils ignorent les mécanismes, les modes de fonctionnement. Donc ils réfléchissent, c'est ça. Puis ils vont penser comment ils vont dire leur histoire. Et donc déjà, comment on va commencer? C'est monsieur le professeur, c'est docteur, c'est monsieur. Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est là pour vous. Parce que c'est vous l'important, parce que je suis là, j'y passe ma vie pour essayer de vous aider. Donc on va rentrer dans l'essentiel. Mais en même temps, ils vont tout sentir, les regards que je vais avoir, comment je vais poser mes mains, ce que je vais dire et ce que je ne vais pas dire. Et moi, je dois, par respect pour eux, et pour essayer d'être bon, d'essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de comprendre, de voir les habits neufs, de voir la transpiration par la voix. De voir jusqu'où ils peuvent entendre. Voilà. Parce que c'est ça, il y a une sorte d'intuition, ne jamais mentir, mais pas forcément tout dire. Bien sûr. Et essayer d'anticiper ou de deviner ce qui est audible. Il y a deux choses par rapport à ça. Vous savez, toujours, les gens vous disent « Mais docteur, est-ce que vous dites toujours la vérité ?» Mais surtout, il ne faut pas rentrer dans une relation avec un malade avec un a priori. Parce qu'a priori, vous ne savez pas quelle vérité il veut savoir et quelle vérité il peut recevoir. Et il y a une deuxième chose, c'est l'anecdote que je raconte, parce que je la vis, mais tout le temps, cette anecdote. C'est que souvent, un malade, après qu'on l'ait parlé ensemble, qu'on ait vu les examens, qu'on l'ait examiné, ça c'est fondamental, quand on se touche, tout ça, cette intimité, et quand on revient dans le bureau pour parler de la suite, à un moment donné, très souvent, le malade vous dit « Mais docteur, est-ce que ça se guérit ?» Et quand j'étais jeune, je répondais la vérité, la plupart du temps, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de gentillesse, mais je répondais la vérité. Avec le temps, j'ai appris à écrire 2-3 mots, et ensuite à lever les yeux et dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter, j'ai pas entendu ?» Et là, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, la question n'est plus la même. Au lieu de « Est-ce que ça se guérit, docteur ?» c'est « Est-ce que ça se soigne ?» Alors bien sûr, ça se soigne, je veux dire, je vais vous faire des soins, ça se soigne, vous êtes là parce que je vais vous soigner. Mais parce que il faut beaucoup de courage, beaucoup de courage. Je suis même pas sûr que moi, j'en aurais suffisamment. Il faut un courage immense pour s'entendre dire, chercher à s'entendre dire la vérité sur une maladie mortelle, sur une maladie qui génère autant de souffrance, autant d'inquiétude. C'est le face-à-face avec la mort qui est évidemment l'essentiel du livre, mais j'allais dire pas que. Il y a un très beau chapitre sur les effets des cancers des seins et de la prostate, c'est-à-dire ce qui, à un moment donné, vient abîmer, handicaper la sexualité de l'homme ou de la femme, sa propre représentation. Oui. Et là, il se joue des choses absolument incroyables et que vous ne pouvez pas finalement tellement deviner ou anticiper. Non, justement, ces deux chapitres sur douleur et souffrance pour expliquer justement aux médecins, mais en même temps aux gens qui vont me lire, que c'est pas du tout la même chose. Et ce chapitre sur la sexualité dans le cancer. Parce que trop souvent, en 30 ans, je l'ai vu, ces couples qui sont cassés par le cancer, ces couples qui se brisent sur le cancer.
Et la raison, elle est multiple. Et encore une fois, je ne jetterai jamais la pierre à qui que ce soit, parce que même moi, je ne sais pas comment je me comporterais si c'était un jour mon tour. Mais bien sûr que des femmes se sont faites abandonner parce qu'elles avaient un cancer et que le mari n'a pas supporté. Est-ce que c'est systématiquement... Oui, parce que le sein, c'est tellement symbolique, et de la maternité, et de la sexualité, c'est inacceptable, mais cette femme aussi, moi je les vois. C'est pour ça que je finance une sexologue avec des fonds privés dans mon service, pour qu'elle puisse parler à tous ces couples. Et très tôt dans la maladie, dès la première consultation, nous attaquons sur ce sujet. Car cette vie que je veux leur donner, cette vie pour laquelle je me bats... Pas que ce soit une vie au rabais. Voilà, c'est une belle vie qu'il faut leur donner. Et donc cette belle vie, ça comporte des plaisirs, ça doit surtout pas interdire les plaisirs, y compris le plaisir sexuel. Et puis, quand on veut se battre, d'être soutenu par son conjoint, c'est très important. Donc des couples qui se brisent, ça va faire des soldats moins combatifs, moins prêts à aller au bout. Donc tout ça, c'est très important, ça se tient. Alors ces femmes se sentent trahies par l'organe qui a fait d'elles une femme, un sein. Et donc ce sein, en plus abîmé par la chirurgie, les rayons, etc., parfois il y a une espèce de détestation. Et comme c'est un organe qui est en même temps un organe de sensualité, de sexualité, de séduction, parfois la sexualité de cette femme est très altérée. À part ça, l'homme, non, c'est pas toujours un salaud, entre guillemets. C'est simplement, des fois, il sait pas comment toucher sa femme. Il a peur, il la pense fragile, il la pense touchée, il la pense plus comme elle était avant, le cancer. Sans doute est-ce vrai. Donc, mais il faut quand même qu'on trouve des moyens de se toucher, des moyens de se parler. Et là, on est dans l'humain et quasiment plus dans le médical. Mais on n'est plus du tout dans le médical. Merci beaucoup, David Kayad. Merci aussi pour ce livre magnifique, De larmes et de sang. C'est chez Odile.